Donc ce colloque, comme vous le savez tous, est consacré aux centres parentaux, des lieux innovants où le bébé est accueilli avec ses deux parents pendant la période cruciale des 1000 premiers jours. Une idée qui est née de l'importance pour les membres d'une même famille d'avoir un espace où leurs relations pouvaient être protégées. En incluant le père à part entière, la vocation des centres parentaux protège effectivement le tissage des liens affectifs, non seulement au sein de la relation mère-bébé, mais aussi au sein de la relation père-bébé, et enfin d'une troisième relation, papa-maman-bébé, la triade, qui n'est pas seulement la somme des relations à deux. Alors, les premiers liens d'attachement, la triade, le soutien à la parentalité, ce sont des thèmes qui vous sont bien familiers, Boris Cyrulnik et Didier Houzel. Et donc, nous allons avoir certainement un débat très intéressant sur ces sujets. Boris, vous êtes neuropsychiatre avec un intérêt particulier pour l'éthologie humaine et animale. Vous avez participé à de nombreuses recherches sur ces thèmes et vous avez su conquérir un large public avec vos livres. L'ensemble de vos œuvres, que j'ai presque intégralement lues, se situe sous le signe du lien. Vous avez largement contribué à faire connaître les concepts de résilience et d'attachement. Et le dernier de vos ouvrages, que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir, 40 voleurs en carence affective, fait le lien entre l'empathie, la violence, l'attachement chez les humains et chez les animaux. Et je crois que c'est un peu une sorte de résumé de l'ensemble de votre vie d'auteur, qui revient un petit peu sur tout ce qui vous a passionné pendant les 30 ou 40 ou peut-être plus dernières années. Alors, je crois aussi que vous avez été enthousiasmé par l'approche d'Air de famille lors de la présentation des centres parentaux à la commission des 1000 premiers jours et que c'est peut-être un peu pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Donc, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a plu dans cette association, dans cette démarche. Et aussi, pour vous, bon, je sais bien que c'est certainement une question qu'on vous a beaucoup posée, mais c'est toujours bien d'y revenir. Quelle attention doit-on porter au premier lien? Pourquoi est-ce que c'est important d'inclure les pères et les mères dans les dispositifs de soutien et d'accompagnement à la parentalité? Merci à l'ère parentale, merci d'être avec vous pour soulever un problème aigu de notre nouvelle culture. C'est-à-dire que les femmes en 2 générations ne sont plus les mêmes. Elles mettent au monde un enfant, le premier enfant. Aujourd'hui, elles ont pratiquement 32 ans. Le maximum de fécondabilité, c'est 25 ans. Les pères, donc, ne sont plus les mêmes. Les conditions de travail ne sont plus les mêmes. Les conditions sociales ne sont plus les mêmes. Donc, tout est à repenser, y compris la définition du mot père et même du mot mère et du mot famille. Alors, vous avez dit, être parent, c'est qu'il faut être deux. Ça dépend des cultures. À l'époque où monsieur et madame Sapiens, il y a 300 000 ans, vivaient, le mot père n'avait pas besoin d'exister, puisqu'on ne savait pas qui était le géniteur et que c'était le groupe qui s'occupait des enfants qui arrivaient. Donc on n'avait pas besoin de la notion de père. Et puis ensuite, ces dernières décennies, le mot père a été complètement dilué, complètement dévalorisé, et on a du mal, et à la commission des 1000 premiers jours, on n'a pas su définir le mot père. Alors on a dit, comme dans beaucoup de cultures actuellement, parent 1, parent 2. Je ne connais pas un seul bébé qui appelle un parent « bonjour mon parent 1 »,« bonjour mon parent 2 ». Donc ça veut dire que dans la dénomination, les enfants, donc la structure du mot qui désigne désigne du flou. Alors ça pose des problèmes. Et à la commission des 1000 premiers jours, on s'est beaucoup inspiré des nouvelles tendances de la réflexion en psychologie, en neurobiologie, en neuroimagerie et en anthropologie. C'est comme ça, d'ailleurs, comme l'a dit Madame Charlotte Cobel tout à l'heure, il faut cesser de fragmenter le savoir et il faut au contraire essayer de donner la parole aux gens de terrain que j'appelle les laboureurs, qui ont un savoir différent des gens de laboratoire, mais qui n'exclut pas le laboratoire, qui l'intègre avec d'autres sources de savoir.
Et la notion des 1000 premiers jours, c'est pas du tout Scheherazade, hein, c'est pas ça du tout. Les 1000 premiers jours, c'est avant la naissance, le couple parental. Si un garçon de 17-18 ans, sans travail, qui est déjà délinquant, qui prend des substances, a fait un enfant avec une gamine de 13-14 ans qui a été chassée de sa famille, on peut prédire que la niche sensorielle qui va entourer le futur bébé sera une niche déjà dysfonctionnelle et que la neuroimagerie photographie, dose, mesure les atrophies cérébrales localisées provoquées par une dysfonction des niches qui entourent un bébé. Un cerveau sain seul s'atrophie. Et là, il y a des milliers de publications et de photos qu'on trouve sans difficulté aujourd'hui, qui montrent que, j'ai travaillé à Tel Aviv avec Shaul Harel, à Paris, il y a David Cohen, mais partout, il y a des milliers de publications qui montrent des photos de neuroimagerie, de résonance magnétique fonctionnelle. Quand un bébé se développe dans une niche dysfonctionnelle, on voit sans difficulté l'atrophie de certaines zones des 2 lobes préfrontaux. Il n'y a pas d'anticipation possible puisqu'il n'a rien à attendre du milieu, puisqu'il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de structure dans son milieu. On voit sans difficulté l'atrophie des 2 systèmes limbiques, socle neurologique de la mémoire. Il n'y a personne, il n'y a rien à mettre en mémoire, les neurones ne sont pas stimulés, le système limbique est atrophié, et on voit, là c'est un peu plus difficile, là il faut une neuroimagerie fonctionnelle pour voir l'hypertrophie des 2 amygdales rhinencéphaliques, c'est-à-dire le socle neurologique des émotions insupportables, la haine, la colère, le désespoir, l'angoisse, et on voit que cette amygdale est multipliée par 10 quand il n'y a pas de structure autour du bébé. Or, ce qui revient à dire qu'un bébé ainsi façonné par un milieu appauvri et dysfonctionnel va donner un enfant qui éprouve toute information comme une agression. Et les gens, les laboureurs qui sont dans la salle, savent très bien que ça donne des petits garçons beaucoup plus que des petites filles qui réagissent à l'inévitable frustration de la vie quotidienne. Tiens-toi bien à table, jette pas ton assiette par terre, les bêtises de la vie de famille, quoi. Tu m'agresses, pourquoi tu me parles comme ça? Mais je ne te parle pas comme ça, je te demande de ne pas jeter ton assiette par terre. Mais tu me manques de respect, je ne te manque pas de respect, je te dis. Ils éprouvent toutes. Pourquoi tu me regardes comme ça? Mais je ne te regarde pas comme ça, je te regarde. Ils éprouvent toute information comme une agression parce qu'il y a une dysfonction cérébrale provoquée par l'appauvrissement du milieu qui est lui-même la conséquence d'une déstructuration psychosociale. Voilà, vous me suivez? C'est-à-dire que, alors, pour essayer de reprendre, je vais pas trop m'étendre, mais on a proposé 3 niches sensorielles. La première niche sensorielle, c'est le ventre des femmes, parce qu'on est tous nés d'une femme. Et que la structure de notre cerveau a commencé dans l'utérus. Et qu'on sait maintenant, on photographie, on dose, on observe. Il y a une sémiologie comportementale qu'on voit sans difficulté à l'échographie. Et quand on voit sans difficulté que quand la mère est stressée, elle augmente les substances du stress. Schématiquement, c'est cortisol, catécholamine, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les 2 plus faciles à doser et elles sont fiables. Et on voit que ces 2 substances du stress passent dans le liquide amniotique. Et Minkowski, qui pendant un moment a travaillé avec nous, nous a dosé que lorsque les substances du stress de la mère passent dans le liquide amniotique que déglutit l'enfant, comme tous les bébés, il déglutit un liquide amniotique bourré de substances toxiques pour son système nerveux. C'est-à-dire qu'il arrive au monde avec des altérations cognitives provoquées non pas par la mère, provoquées par le malheur de la mère. Qu'est-ce qui peut rendre une femme enceinte malheureuse? La violence conjugale,
l'absence de mari. Enfin, je suis désolé, j'emploie des mots désuets, mais avant, on disait mari. Je ne sais pas comment il faut dire maintenant, mais de mon temps, on disait mari. Alors, on disait père, c'est des mots qui disparaissent, mais voilà comment on va faire. Donc, le bébé arrive au monde avec des altérations cognitives provoquées par le malheur de la mère, la violence conjugale, l'absence de mari, la précarité sociale, que vous nous expliquiez tout à l'heure, monsieur le défenseur des enfants, l'insupportable précarité sociale et les tragédies que ça entraîne pour les mères, puisque c'est elles qui portent les enfants, et pour les bébés, puisqu'ils démarrent la vie avec une dysfonction cérébrale et une interprétation du milieu qui est déjà d'une violence extrême. Alors, la deuxième niche génétique, c'est après la naissance, c'est les bras de la mère. Et on a fait des observations parties de l'éthologie animale qui nous ont permis de voir que dans l'utérus, je fais partie d'une génération où on parlait du monde du silence. Mon œil, il y a un barouf dans un utérus, mon œil, ça fait, il y a un bruit, il y a les bruits du cœur, les basses fréquences de la voix maternelle qui sont très bien transmises et qui viennent caresser la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Ce qui veut dire que dès que le bébé arrive au monde, il tourne la tête et les yeux en direction de la voix de sa mère qu'il reconnaît et différencie de toutes les autres voix. Sa mère parle, généralement c'est des mots d'accueil, mon Dieu qu'il est beau, il ressemble à son père, il sera footballeur comme son père, tu parles, il a des trucs comme ça, oh il sera comme sa mère, il a le nez de sa grand-mère, tu parles le bébé, la grand-mère elle a un gros... Enfin non, mais ça fait rien, c'est des mots d'accueil. Et en général, ces mots, on t'accueille dans notre famille, on t'accueille dans notre lignée, on t'accueille. Et puis ensuite, on interprète et on se débrouille comme on peut. Mais ça veut dire que là, s'il n'y a personne, le tour qu'on nous a montré tout à l'heure, c'est une réviviscence où on abandonne les bébés. Avant Saint-Paul, les enfants sans famille, on les laissait mourir. À l'époque, dans la Rome qui nous a tellement marqués, on jetait les bébés qui n'étaient pas acceptés. Les femmes accouchaient, mais c'était les hommes qui mettaient les bébés au monde en les relevant. Et s'ils ne les relevaient pas, on jetait les bébés, on les mettait sur des tas d'ordures où ils étaient ramassés par des gens qui les mutilaient pour en faire des mendiants rentables. C'est-à-dire que la condition des enfants a toujours été difficile et surtout les garçons qui sont plus vulnérables aux frustrations que les filles deviennent violents parce que la dysfonction sociale, la dysfonction de l'alentour de la niche provoque une dysfonction cérébrale qui facilite la violence des garçons plus que les filles. Alors ça reste entre nous, ça ne sort pas de la salle. Hein. Et on le voit sans difficulté, il suffit de voir les normes. Donc il y a un phénomène, la violence des garçons, pas des filles, a été exploitée par toutes les cultures. J'ai connu deux guerres, la guerre de 40 et la guerre d'Algérie. Vous venez de naître, alors vous avez la chance de ne pas connaître ça. Mais on a connu deux guerres. Je vous promets qu'on apprenait la violence aux garçons. On les éduquait pour la violence. On les préparait à la guerre, ce que j'ai entendu, j'ai sorti la guerre de 40, on nous préparait à la future guerre, ou à travailler 15 heures par jour au fond des mines, sans se plaindre, c'est-à-dire être exploité par un système qui détruisait les garçons. Or, est-ce qu'on va continuer à faciliter cette manière de vivre en société? Alors, cette deuxième niche sensorielle, il y a la figure maternelle inévitable. Statistiquement, c'est celle qui a porté l'enfant et qui a mis l'enfant au monde, mais elle peut mourir, elle peut être malade, ça peut être un substitut maternel, une autre femme, l'adoption, un métier de la petite enfance, actuellement en immense difficulté. Donc là, il y a encore des décisions éducatives à prendre et l'enseignement, la formation des métiers de la petite enfance, et puis d'autres figures d'attachement. S'il n'y a pas de figure d'attachement, comme je le proposais tout à l'heure, c'est l'atrophie cérébrale et l'apprentissage de la violence aux garçons et du désespoir aux filles.
Les garçons apprennent la violence, les petites filles apprennent l'angoisse, le désespoir. C'est-à-dire que là, il faut s'il y a une figure d'attachement, et c'est la prison affective. Or, Madame la ministre tout à l'heure a soulevé le problème. Aujourd'hui, on prépare un travail sur les PMA. 65% des PMA sont demandés par des femmes seules qui veulent mettre au monde un enfant pour elles-mêmes. C'est-à-dire que là, il y a un problème anthropologique. La technologie est étudiée pour organiser des niches fonctionnelles autour de l'enfant, déjà a priori mal formées, appauvries. Une femme seule elle se met elle-même sur le tapis roulant du burn-out, de la dépression d'épuisement professionnel. Elle ne peut pas tout faire. Le bébé, lui, il a besoin de plusieurs figures d'attachement. La mère, la figure d'attachement primordiale, nécessaire, inévitable, nécessaire, entourée par celui que de mon temps on appelait le père. Or maintenant, la deuxième figure d'attachement, je négocie un peu. La figure d'attachement, c'était bonjour. Alors, beaucoup de femmes seules, aujourd'hui, dans 86% des divorces, les femmes se voient attribuer la garde de l'enfant. Donc, elles deviennent pauvres et surmenées. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas tout faire. Et la deuxième figure d'attachement, c'est donc souvent la grand-mère, qui prend la fonction affective d'être le père. Bonjour Madame la grand-mère, vous êtes le père. Ça peut être un couple d'homosexuels où les enfants se développent très bien. Homosexuelle femme, il y a une femme, alors j'ai cette expérience, j'avais une technicienne qui était homosexuelle, qui a mis au monde 2 petits garçons, qui a découvert par les voies légales, c'est-à-dire naturelles, et elle a découvert plus tard son homosexualité. Et ces enfants, les 2 petits garçons, n'appelaient pas bonjour mon parent 1, bonjour mon parent 2. Il y avait une figure qui s'appelait bonjour maman, et l'autre figure qui s'appelait bonjour ma maman. Ils avaient inventé des mots pour différencier une figure primordiale et une figure secondaire que peut-être on peut appeler le père. Je termine par 1 minute sur nous, êtres humains, on vit dans ce monde de biologie, de façonnement et d'environnement. Mais ce qui caractérise la condition humaine, c'est le monde de l'artifice. Artifice de l'outil et artifice du verbe. C'est ce qui caractérise la condition humaine. Eh bien, l'artifice de l'outil, la technologie, modifie l'environnement, qui modifie le développement des cerveaux des bébés. Et on le voit avec les écrans. Quand un bébé est prisonnier d'un écran, il a un retard de langage. Et on a fait récemment des observations. Un bébé qui est trop mis, un bébé préverbal, qui est trop gardé par les écrans, parfois non seulement il a un retard de langage parfois énorme, mais il ne comprend plus les mimiques maternelles. C'est-à-dire que toutes les mères ont énoncé des interdits préverbaux. Toutes les mères ont fait ça. Les bébés comprennent. Jusqu'à l'âge de 2 ans, où apparaît l'âge du non, et là, au contraire, à l'âge de 2-3 ans, là, le bébé est content, il est fier de s'opposer à sa mère. Et à l'adolescence, alors là, n'en parlons pas. C'est-à-dire que là, et alors je vais terminer là-dessus, c'est qu'il y a des neuroimageries stupéfiantes qui montrent que quand on parle autour d'un bébé, on stimule la zone temporale gauche qui passe au rouge, parce que l'ordinateur est codé pour transformer la chaleur en couleur. Le lobe temporal gauche passe au rouge, le bébé entend. Lorsqu'on parle à un bébé en le regardant, en lui adressant la parole, avec des mimiques, des hypermimies qu'on fait avec les bébés, oh qu'il est mignon, tous ces trucs ridicules que j'ai aimé faire le pitre avec un bébé, faire le clown, qu'est-ce que c'est agréable. Donc tous les parents l'ont fait. C'est le planum temporal qui passe au rouge, ce qui veut dire que plus on parle à un bébé, plus on s'adresse à lui, plus on sculpte son lobe temporal gauche et on transforme la zone des sons en ce qui va en mettre 3 ans pour devenir la zone des mots. À moi, Françoise Dolto, elle avait compris ça, dit ça la première, parce que c'était un laboureur, c'était une clinicienne, une femme de terrain, mais elle avait un instrument de mesure qu'on appelle le pifomètre. Elle avait compris que sur le terrain,
qu'il fallait s'adresser au bébé, mais elle n'avait pas le moyen, la méthode expérimentale et technique pour le démontrer. Eh bien, aujourd'hui, la neuroimagerie confirme que Mamie Dolto avait 100 fois raison. Voilà, je m'arrête, sinon elle va m'assassiner.